Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Occupe ton ergo. Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute, comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook, sur le groupe privé du podcast Occupe ton ergo. N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dahl, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Cet épisode fait partie du dossier sur la réhabilitation psychosociale. Ici, nous allons discuter du contexte général. En fait, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la réhabilitation psychosociale, dans quel contexte c'est apparu en France, en quoi consiste l'approche, mais aussi dans quel cadre elle est pratiquée actuellement en France. Pour discuter de ce sujet, nous sommes avec Adeline. Merci beaucoup Adeline d'être là, de prendre du temps pour discuter de ce sujet avec nous. Donc tu es ergothérapeute, tu as travaillé plusieurs années dans un hôpital militaire en psychiatrie. Puis suite à cela, tu as intégré un autre service qui là est centré sur l'approche de la réhabilitation psychosociale. Donc tu as pratiqué dans ce domaine. Donc ma première question est la suivante. Si tu devais définir en quelques mots la réhabilitation psychosociale, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, je dirais qu'avant de définir la réhabilitation psychosociale, il faut qu'on commence par définir le rétablissement parce que l'un dépend de l'autre. Et donc, le rétablissement, globalement, c'est le fait de permettre à une personne d'avoir un fonctionnement optimal et une meilleure satisfaction possible dans son quotidien. Et ça, sans qu'il y ait forcément de lien avec la présence ou l'absence de symptômes. D'accord. Donc, du coup, la grosse différence avec la guérison, c'est pas pareil. Et donc, la réhabilitation psychosociale, c'est le processus qui facilite le rétablissement d'un individu à un niveau optimal de fonctionnement pour qu'il soit autonome dans la communauté. Ça, c'est une définition de 88. Et un peu plus à jour, en 2006, la réhabilitation psychosociale vise à rendre ou à reconnaître à l'individu tous ses droits personnels et sociaux qui font de lui une personne à part entière et dont la différence est reconnue et acceptée. Super. Concrètement, avec la vision de l'ergothérapeute, comment tu définirais la réhabilitation psychosociale ? Alors, je dirais que c'est de pouvoir aider tout le monde, la famille, la personne, les soignants, à considérer, à développer, à encourager la personne au-delà de son seul rôle de malade, permettre à la personne de devenir acteur de sa vie. Le mot en ce moment, c'est empowerment. Oui. Puis d'accéder à des occupations, d'avoir plus de responsabilités, de maintenir son engagement occupationnel. Enfin, voilà. Et en gros, si on prend des gros sabots, un gros résumé, c'est qu'il y ait à peu près tous les services de psychiatrie, les médecins, les familles, tout le monde qui fonctionne en se disant la MCRO, le MOO, tous ces modèles ergo qui font que la personne est une personne et que ce n'est pas la maladie qui est au milieu et qui prend toute la place. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, les notions d'intégration de l'individu dans la société, elles sont très importantes. Et selon toi, qu'est-ce qui diffère de l'approche classique qu'il y a d'habitude dans les services en psychiatrie, vu que tu y as travaillé pendant plusieurs années ? Alors, je pense qu'il y a deux gros points de différence. D'un côté, au niveau de l'approche de la pathologie et de l'autre côté, au niveau du fonctionnement du système de soins. Okay. L'approche de la pathologie en intra, dans les services conventionnels, on reste quand même bien centré sur le modèle médical, les traitements pharmaceutiques, surtout depuis les années 50. Et puis un petit peu la représentation, c'est une psychose, il va se chroniciser, ça c'est la grande expression. Alors que du coup, en réhab, l'idée, c'est de pouvoir trouver les endroits qui sont encore sains chez la personne, parce qu'il y en a forcément, de pouvoir s'appuyer dessus, en se disant que, oui, certes, on a une maladie, mais il y a plein d'autres choses dans la vie et que la personne, elle est capable d'évoluer et puis d'atteindre ses propres objectifs et de définir ses propres objectifs aussi. Et puis, l'autre chose, c'est qu'au niveau des approches de traitement, entre guillemets, il y a beaucoup plus de TCC, il y a de la remédiation cognitive, on est plus sur un modèle de stress, un modèle neurocognitif. Voilà, au niveau des soins. Et puis au niveau du fonctionnement du système de soins, il y a plus de soignants disponibles au ratio par personne suivie en réhab, en tout cas pour l'endroit où je travaille. La démarche, c'est quand même de limiter au plus le cloisonnement, donc de se dire que on vit dans la cité, on vit dans la société avec les autres et que toute l'idée, c'est d'arriver à faire une démarche vers l'extérieur. Pour ça, un truc qui peut être assez exemplaire,
L'hôpital dans lequel je travaille, donc c'est un hôpital psychiatrique de secteur, qui est dans un endroit très, très, très joli, un petit village avec des forêts tout autour, et puis 2 bus, un à 7h du matin et puis un à 21h. Ok, très accessible. Voilà, c'est pratique. Du coup, alors le centre de réhabilitation, qui dépend de cet hôpital, et ben lui, il est en hypercentre. D'accord. Avec un bus toutes les 10 minutes, et puis le centre-ville à pied en 5. Voilà. On voit bien la différence, et puis du coup, on bosse avec des associations. Enfin, c'est vraiment l'ouverture, en fait, le mot-clé. D'accord. Est-ce que toutes les personnes qui sont dans des structures en psychiatrie, elles ont accès à cette approche, ou il y a des critères d'inclusion? Alors, théoriquement, absolument toutes les personnes qui sont dans des structures devraient y avoir accès. En pratique, c'est quand même beaucoup plus orienté pour les personnes qui sont des troubles psychiques sévères, donc schizophrénie, troubles schizoaffectifs, bipolarité, troubles graves de la personnalité. Des personnes qui ont des TSA aussi. D'accord. Mais il n'y a pas de notion de gravité du trouble. En théorie, il y a des services de réhab qui prennent des personnes qui peuvent même encore être en phase aiguë, presque. C'est assez ouvert. D'accord. Donc, cette approche, elle est très intéressante, surtout pour nous, ergothérapeutes, qui aimons du coup être dans l'environnement et justement avoir un but de réhabilitation selon les objectifs de la personne. Et en fait, à quel moment cette approche, elle a émergé, et est-ce que c'est quelque chose de nouveau en France? Alors, on va dire que oui, c'est nouveau en France, dans la mesure où, au niveau du cadre législatif et des politiques de santé publique, la notion de rétablissement, d'empowerment apparaît seulement en 2016 dans le projet territorial de santé mentale. Bon, ceci dit, la démarche a quelques décennies de plus. On va passer très, très vite sur la Russie révolutionnaire des années 20, qui prône la psychiatrie extra-hospitalière, l'équilibre dans la société, la place de chacun, la valeur de la parole du patient, le trop de pouvoir du médecin-chef. Bref, voilà, du bolchevisme comme on l'aime. En France, on va retrouver quelques expériences plus ou moins volontaires durant la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de choix entre famine, bombardement et, je cite, la libération forcée d'internés. Un cas qui est documenté à la Charité-sur-Loire, avec 33 de 89 ex-internés qui vont simplement reprendre leur vie normale, en fait. D'accord. Et le directeur de l'hôpital, M. Le Guisan, qui rapporte les faits et qui commence à se poser la question de la pertinence de l'internement à vie, de l'incurabilité et puis de la représentation que les soignants, que les familles, que tout le monde a de la maladie. Voilà, ça c'est en 1944. Ok. En 1948, de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'État de New York, apparaissent les WANA. Donc les WANA, c'est des personnes qui ont des troubles psychiatriques et qui se disent qu'en fait, ils pourraient s'appuyer sur leurs expériences pour s'entraider, améliorer leur vie, leur autonomie, reprendre une vie en dehors de l'hôpital. Et tout ça, ça va aboutir à la création d'une Fountain House. C'est une sorte de colocation en paire et danse. En 1948, ça fonctionne toujours. Là, actuellement, en 2022, il y a plus de 200 centres, 300 000 membres en Amérique du Nord et 5 centres en France. Un petit décalage. Léger décalage. Le 6e est censé ouvrir là cette année. D'accord. Et ça s'appelle comment en France? C'est aussi Fountain House. Fountain House. Fountain Ok. House. Très bien. Dans les années 50, on découvre les neuroleptiques. Et en France, tout le petit monde psychiatrique va globalement rester peinard dans le jus hospitalier jusque dans les années 90. On fait un petit arrêt sur image. Et là, en 90, coup sur coup, on a le terme de réhabilitation qui apparaît dans l'usage, pas dans les textes, et la restructuration hospitalière, déjà. La fermeture des lits, déjà, et le besoin de trouver une solution. Vous avez un air de déjà vu, c'est normal. Donc à ce moment-là, il y a deux tendances qui s'opposent. D'un côté, on a quelque chose qui pourrait se résumer par « Ah, truc d'Amerloc, c'est quoi? Non, on fait pas ». Et de l'autre côté, on a les usagers psy qui se disent que quand même, ils valent mieux que ça. Et le dernier côté, par chance, c'est celui-là qui est soutenu par l'évolution de la reconnaissance du handicap psychique, la notion de situation de handicap, toutes ces choses-là qui sont en train de se renforcer. Voilà. Et puis en 98, on a le Comité français de réhabilitation psychosociale qui est fondé, qui s'appuie sur les préconisations de l'OMS qui, elles, sont un peu plus anciennes. Et en 2011, on a du coup l'Association mondiale qui fait le bilan de la réhabilitation en France, qui est plutôt encourageant, en disant qu'on s'occupe quand même assez bien des patients, qu'on a un plutôt bon budget, mais que faut continuer comme ça.
C'est intéressant de voir qu'il y a eu plusieurs origines au cours de l'histoire, en fait. Enfin, comme tu disais, c'était impressionnant de voir qu'à l'époque, en Russie, dans les années 20, il y avait déjà ces pensées qui émergeaient. Alors, il y a eu du temps avant que ça aboutisse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait souvent au cours de l'histoire. Et là, depuis quelques années, du coup, on est en train d'aboutir quand même vers une démarche un peu dans la plupart des pays. Donc c'est intéressant. Comme tu viens de le dire, ça arrive petit à petit en France. Est-ce que c'est une pratique qui grandit? Est-ce que tu as une idée de à quel point c'est quelque chose qui est répandu? Combien il y a de centres qui utilisent cette approche? Alors, c'est en train de se répandre parce que du coup, c'est vraiment préconisé, c'est la thérapie qui est préconisée par l'OMS. Et du coup, il y a un maillage qui est vraiment en train de se mettre en place depuis plusieurs années avec des centres ressources, principalement sur Paris et sur Lyon. Des centres référents, il y en a une dizaine en France. Des centres de proximité qui sont dépendants des centres référents. Les centres de proximité, il y en a environ 80. Sachant que tous ces centres, ils sont interconnectés, il y a des démarches de certification pour valider ce que les centres peuvent proposer, pour s'appuyer sur des techniques qui ont fait leurs preuves, qui sont validées. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Super, c'est encourageant en tout cas pour le domaine de la psychiatrie en général, quoi. Ça va dans la bonne direction. En général, sur l'approche en elle-même et la pratique de l'approche, en général, c'est quels outils que vous utilisez, quelles sont les ressources, mais pas seulement ergo, hein, vraiment dans l'approche en tant que telle. Les ressources qui sont proposées, elles sont très en lien avec les difficultés que les personnes elles peuvent rencontrer. Donc, c'est un truc qui est vraiment à la carte. Il y a les grandes ressources et après, chacun qui vient y chercher ce dont il a besoin. La première grosse ressource qui est proposée, c'est la psychoéducation ou le TP, donc développer les connaissances de la personne et de sa famille sur la maladie. Deuxième grosse approche, ça va être la remédiation cognitive, mise en place de stratégies, neuropsychologie, programmes spécifiques, des choses comme ça. L'entraînement de la cognition sociale, donc pareil, des prises en charge individuelles, il y a des groupes, des protocoles pour entraîner. On va avoir de l'accompagnement social, pour trouver un logement, qui est quand même souvent un gros point, ou retourner vers les études, vers l'emploi. Il y a tout ce qui va être entretien motivationnel et puis approche de TCC, parce que ça fonctionne quand même plutôt très bien. Et là, la dernière technique, qui n'est pas en soi une technique, qui est une ressource, c'est la paire-aidance. Petite définition de la paire-aidance, c'est des personnes qui en fait sont déjà passées par là, et qui se professionnalisent pour intervenir auprès des personnes qui, en ce moment, sont pas bien, mais qui viennent en tant que membres de l'équipe soignante quelque part. Il y en avait depuis longtemps en pneumo, en cardio, dans des trucs de pathologie chronique somatique, et maintenant, ça se développe dans le domaine de la psychiatrie. Et par exemple, la paire-aidance, j'imagine qu'elle est utilisée en ETP des fois, parce que si je me souviens bien, parfois en ETP, il y avait des personnes expertes qui venaient. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est ça. Sur de l'ETP, mais aussi vraiment dans des entretiens, dans des interventions qui dépassent le stade purement de l'éducation thérapeutique. Une question sur les bénéfices de la pratique. Est-ce qu'il y a des articles scientifiques qui mettent en avant les bénéfices de cette approche? Est-ce que tu as pu constater des choses au niveau clinique sur le terrain? Alors, oui, des articles, il y en a. On a même des méta-analyses, tellement on a d'articles. Donc, les méta-analyses, je crois que c'est les articles justement qui répertorient tous les articles qui prouvent qu'il y a un effet pour les synthétiser. Donc, c'est un niveau de recherche qui est assez important. C'est le top du niveau de preuve. Voilà. Et du coup, ce qui en ressort, c'est qu'au niveau des effets, ça permet d'augmenter l'empowerment, ça sera le mot, de diminuer la fréquence, le risque des rechutes, de diminuer la fréquence des rechutes, et en cas de rechute et de nécessité d'hospitalisation, de diminuer la durée de l'hospitalisation. D'accord. Donc, c'est tout bénef, autant pour la personne que pour la Sécu, quoi. Donc ça, c'est la première partie des effets. Et l'autre partie, ce qui est vraiment mis en avant sur l'efficacité, c'est que le top du top, c'est de combiner l'éducation des familles, donc tout ce qui est ETP pour les familles, le programme Pro-Famille, par exemple, et de la TCC. En faisant ça, alors ça demande un petit peu de temps. À 6 mois, il y a à peu près autant d'effets qu'avec un traitement pharmacologique. À 1 an, on a un meilleur effet et une meilleure progression des personnes en éducation thérapeutique et TCC, plus qu'en pharmacothérapie.
Super. Et puis, du coup, les effets, c'est qu'on se rend compte qu'il y a à peu près 2/3 des personnes étiquetées chroniques qui sont capables de retourner vivre à l'extérieur. Et que dans ces 2/3-là, il y en a seulement 1/3 qui a besoin d'un très fort accompagnement type MAS. Les autres, vie standard ou SAVS, SAMSA, intervention très ponctuelle dans les lieux de vie. Mais il n'y a pas forcément besoin de gros cadres, de grosses présences soignantes. Super. Et puis au niveau de ce qu'on peut proposer comme stratégie thérapeutique, tout n'a pas les mêmes effets. Donc, ce qui justifie d'autant plus ce qu'on va proposer à qui. La remédiation cognitive, ça marche bien, mais pendant 6 mois, et puis après, il faut faire des rappels. Ça ne marche pas trop sur la prévention des rechutes, contrairement à la psychoéducation. La psychoéducation, ça marche bien sur les rechutes. Le problème, c'est que ce n'est pas proposé à grand monde. C'est proposé grand maximum à 10% des familles. D'accord. Alors qu'on sait que c'est un des facteurs protecteurs les plus efficaces. On a l'entraînement des compétences sociales aussi qui vient limiter le risque de rechute. On a les TCC qui fonctionnent très très bien quand elles sont associées à des antipsychotiques. Et le dernier truc auquel il faut faire attention, c'est tout ce qui va être employabilité, où mine de rien, il y a encore toute l'image invalidante qui est présente et où c'est facile de répondre ESAT. Et en fait, les ESAT, c'est contre-productif, en fait, parce qu'on est de nouveau en train d'orienter quelqu'un vers le petit chemin qui va bien. Et du coup, ça débouche sur des personnes qui deviennent dégoûtées du travail et qui lâchent les ESAT et qui n'ont plus de projet de travail alors qu'elles en avaient à l'origine, quoi. Donc toi, tu as fait des accompagnements directement en milieu ordinaire pour du travail déjà? Ou en tout cas, tu as déjà vu des collègues en faire? J'ai pas encore eu, moi, l'occasion d'en faire parce que les personnes qu'on a en suivi dans mon centre, ils sont plus sur la démarche soit d'études, de reprise d'études, ou alors ils reprennent, mais plus par un biais associatif. Là, on a une dame où la démarche est de reprendre via de l'association pour utiliser son expérience d'association pour faire une VAE. Ça dépend vraiment de chacun. L'impression que moi j'en ai, c'est qu'au final, le côté ESAT, c'est beaucoup des personnes qui ont un milieu autour, qui gravitent autour d'elles, de « ouais, mais quand même, t'es schizophrène, est-ce que t'es sûr que tu seras capable de travailler dans un milieu ordinaire? Ça va être compliqué, vaudrait mieux te protéger et que t'ailles dans un... » Enfin, voilà, c'est plus le discours autour qui est dévalorisant. D'où l'intérêt au final de ce que tu disais, la psychoéducation et le travail avec la famille qui a une énorme influence, en tout cas sur les comportements et les choix de vie. C'est ça. Déstigmatiser, je pense que c'est l'objectif primordial de la réhab, en fait, ça serait de déstigmatiser la personne elle-même qui se dit « bah non, je peux pas parce que je suis malade », et puis tout le restant autour, quoi. Et là, je rappelle que ce que tu viens de présenter, en tout cas, tu t'es basé sur des articles scientifiques pour représenter les rapports, en tout cas des bénéfices selon chaque pratique. On les mettra en description si vous voulez aller plus loin, les liens des méta-analyses. Sur le terrain, du coup, toi, tu as un peu des remarques au niveau des bénéfices que tu as eus de ton expérience clinique? Sur le terrain, ce que je constate, c'est que c'est bien... Voilà, il y a les grandes catégories d'approches qui fonctionnent, qui sont validées. Après, il y a les programmes et machin. Et alors, c'est peut-être moi personnellement, mais les programmes, c'est pas forcément mon truc parce qu'on n'a pas tous besoin de tout un programme et que c'est des super supports, mais que faut pas s'arrêter à ça parce que on repart dans l'autre sens. Il faut faire tout le programme. On est de nouveau en train... Oui, la personne a besoin de travailler ses compétences sociales, mais elle n'a pas forcément besoin de tout travailler des compétences sociales. Donc, il y a un peu le côté sécurisant. Je pense que c'est l'habitude aussi des soignants d'avoir des protocoles. Je parle pour les infs, les aides-soignantes, en tout cas que moi je côtoie, qui ont l'habitude, on leur dit voilà, le protocole sanitaire sécurité A, c'est de faire comme ça. Et du coup, si je n'ai pas de protocole, je ne vais pas essayer de faire une activité. Et puis, on m'a dit qu'il fallait d'abord faire tel sujet et puis après celui-là.
Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est quand même un peu dommage parce qu'on essaye de déstigmatiser, mais juste pour rentrer dans une autre stigmatisation, en tout cas un autre moule, quoi. Enfin, c'est ça que je trouve un petit peu limité. Et puis du coup, je pense que de pouvoir parfois faire des choses comme ça de programme, c'est bien, mais qu'il faut vraiment, vraiment insister dans ce qui est tout le transfert dans la vie quotidienne. Et ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de temps, beaucoup de choses qui sont pas forcément à disposition tout le temps non plus. C'est super intéressant. J'aime beaucoup avoir justement ton approche clinique en complément aussi de la recherche, parce que la recherche, c'est beaucoup de théorie, c'est important de l'avoir, mais aussi ton expérience clinique est très riche et on voit que actuellement, il y a des limites, mais justement, le but est de tendre vers quelque chose qui est plus adapté à la personne, plus centré sur les besoins de la personne et sûrement que ça se mettra en place. En tout cas, j'imagine que les ergos et les autres professionnels qui sont sensibles à ça vont le promouvoir, donc c'est chouette. Parce que la conclusion, entre guillemets, que moi j'en ressors, c'est que c'est pas tant la technique qui manque, c'est que de sortir des représentations, le soignant qui sait, le patient qui fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour les équipes. En ergo, on s'en rend pas compte parce que ça nous semble évident, en fait. Et en fait, il y a d'autres, des soignants, des infirmières, ça leur demande énormément d'efforts parce que ça fait 25 ans qu'elles ont l'ascendant, qu'elles donnent des traitements, qu'elles décident si c'est l'heure ou si c'est pas l'heure. Et d'un coup, de changer complètement de direction, c'est quelque chose qui est très insécurisant quand même pour elles. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi là-dessus, sur les médecins. Vous verrez dans les références, il y a la thèse d'un Toubib sur la représentation des soignants par rapport à la réhab. Et je ne sais pas si c'est encourageant ou si ça fait peur. On la mettra en description. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les partager sur le groupe. Oui, c'est sûr qu'il y a un temps pour changer le mindset un petit peu de certaines... C'est des générations aussi. Il y a une histoire de comment s'est construit le soin en France et petit à petit, il faut un temps pour changer ça. Mais mille merci en tout cas pour cette conclusion et pour toutes ces explications qui permettent de comprendre de manière générale et à la fois très complète avec l'historique que tu as fait, d'où vient la réhabilitation psychosociale. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Adeline. De rien, ce fut un plaisir.